Salut les entrepreneurs, c'est Jonathan, réseau Expertimo, premier réseau de mandataires à 100% de commission dès la première vente. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler technique, on va parler diagnostic immobilier. Vous avez été nombreux ces derniers temps sur le blog, surtout avec la réforme du DPE qui est en cours à me poser pas mal de questions sur le sujet. Donc, on va faire un récap sur tout ce qui concerne les diagnostics immobiliers et vous allez trouver dans la description de la vidéo une vidéo spéciale sur la réforme en cours du DPE, puisque vous le savez, depuis le 1er juillet, ça a à peu près tout changé au niveau des mesures, au niveau des durées, etc. Donc, on va en parler, mais dans une autre vidéo, tant le sujet est complexe. Et pour ça, qui de mieux qu'un spécialiste, un diagnostiqueur. Aujourd'hui, je vais vous présenter Christophe. Christophe qui est passionné par son métier, qui est diagnostiqueur, qui fait partie du cabinet Active Expertise, hein, un réseau de diagnostiqueurs plutôt très performant sur le territoire, hein, c'est un réseau national. Je vous mets d'ailleurs dans la description de la vidéo le lien qui va bien si vous souhaitez en savoir plus sur Active Expertise. Et on va faire le point sur l'ensemble des diagnostics. Je vous dis à tout de suite. Avant de démarrer, comme d'habitude, vous allez trouver dans la description de la vidéo 3 liens qui vont bien si vous souhaitez aller plus loin avec nous. Tout d'abord, la plaquette du réseau Expertimo, 100% de commission. Vous êtes votre propre chef d'entreprise, le patron, c'est vous. Vous travaillez en partenariat avec nous et pas pour nous. Il n'y a aucune rétrocession sur les commissions. Donc ça, c'est la plaquette. Vous allez apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur le réseau. Deuxième lien, si vous souhaitez aller plus loin, vous allez pouvoir télécharger des guides totalement gratuits sur la prospection immobilière, la pige, le marketing. Voilà, on vous a préparé 6 guides totalement gratuits. Vous pouvez les télécharger. Et enfin, Réseau Expertimo vous offre 1 heure de coaching gratuite. Voilà, vous avez un sujet, vous avez un besoin de formation du moment, vous avez un lien, vous cliquez dessus, vous prenez rendez-vous et vous bénéficiez d'1 heure de coaching gratuit. Allez, on attaque sur les diagnostics immobiliers tout de suite. Bonjour Christophe, comment vas-tu? Bonjour Jonathan, super, Super. très en forme, tout va bien. Tant mieux, tant mieux. En tout cas, je te remercie, à toi et à Active Expertise, en tout cas, avoir répondu présent à mon invitation. En fait, Avec c'est plaisir. très généreux de votre part d'offrir du savoir et de la technicité aux mandataires sur le terrain, surtout sur un aspect aussi technique et actuel que les diagnostics immobiliers, j'ai envie de dire. C'est effectivement un morceau qui prend de plus en plus de place et tant mieux pour nous et tant mieux pour, quand je dis nous, c'est pas uniquement le réseau Active Expertise, c'est l'intégralité de la formation, du métier et de tous les actifs de la filière de l'immobilier parce que au plus les contrôles existent, au plus on gagne en crédibilité et au moins quelque part nous nous exposons aussi aux différents recours que pourraient tenter d'exercer soit les acquéreurs, soit les vendeurs, soit quelquefois les locataires ou les bailleurs et ainsi de suite. Donc, je pense que les exigences vont dans le bon sens et c'est tant mieux. D'accord, oui, tout à fait, ouais. Alors du coup, est-ce que tu pourrais te présenter et présenter la société Active Expertise avant qu'on attaque dans le dur, comme on dit? On va faire ça très rapidement. Donc, je m'appelle Christophe Alibert, effectivement. J'ai un cabinet de diagnostic immobilier depuis quelques années au sein du réseau Active Expertise. Et je suis par ailleurs formateur, etc. Et depuis quelques mois, je suis devenu référent technique national, enfin responsable technique, puisque c'est le titre qui m'a été donné. Donc, en réalité, je m'occupe à la fois de la partie formation, mais également de tout ce qui est technique autour du diagnostic, veille juridique, voilà, dans les D'accord. grandes lignes. Donc, le réseau Active Expertise, très rapidement, premier cabinet en 1999, donc ça commence à Oui. faire un petit peu de temps. Ouais. Le réseau a été créé, le réseau franchise, donc plus exactement licence de marque, a été créé en 2010. Premier franchisé Active Expertise en mars 2011. Et nous Ouais. sommes aujourd'hui environ
120 cabinets répartis sur toute la France. Oui, c'est un réseau de franchise de diagnostiqueurs plutôt reconnu, en tout cas. Oui, on commence à avoir une belle presse liée effectivement, je pense, à l'investissement de tous les gérants de nos cabinets, à notre présence sur le terrain et effectivement autant que l'on donne pour la formation et l'information, notamment auprès des professionnels, dont vous, les professionnels de l'immobilier, et puis également auprès des notaires, enfin de tous les intervenants, on essaie d'être effectivement très très présent. Et d'apporter cette plus-value qui, je pense, a un aspect sympa, formatif, informatif et auquel les gens sont sensibles. Donc voilà, ça nous fait énormément plaisir de faire ça aussi. D'accord. Alors justement, puisqu'on parle des mandataires, ce qui serait intéressant de rappeler, parce que c'est vrai que sur le terrain, en tant que mandataire, on est confronté quotidiennement au diagnostic, et puis les vendeurs aussi et les acheteurs. Ce qui serait intéressant, ça serait, avant qu'on aborde l'aspect technique, c'est qu'on aborde en fait pourquoi finalement il y a des diagnostics et à quoi ça sert, qui ça protège, que ce soit pour les différentes parties acheteurs-vendeurs, et finalement le professionnel de l'immobilier. Juridiquement, quel est l'intérêt finalement? Alors, l'intérêt se situe à plusieurs niveaux. Le premier intérêt du dossier technique immobilier, puisque c'est dans cette enveloppe-là qu'on va poser tous les diagnostics que l'on est amené à faire en fonction de la typicité du bien. Donc, le premier intérêt, ça va être pour l'acquéreur ou le preneur, si on parle d'une location. Une location, tout à fait. Ça va être informatif pour lui de savoir l'état général dans lequel se trouve le bien qu'il convoite. Donc, ça, c'est le premier point en ce qui concerne la consommation d'énergie, en ce qui concerne éventuellement la présence d'amiante, la présence de termites, l'état de l'installation électrique, l'état de l'installation de gaz, la présence de plomb ou pas dans les peintures, l'état de l'assainissement s'il y a un assainissement non collectif. Ben voilà, il y a tout un tas de choses sur lesquelles le mesurage, et ainsi de suite. Donc ça, c'est très informatif pour lui. Et aujourd'hui, le diagnostic immobilier revêt une importance de plus en plus grande du fait que les gens, c'est très souvent dans l'esprit et dans la réalité un peu l'achat d'une vie quand on achète une maison ou un appartement. Et si on se trompe de boulangerie, on changera demain, c'est pas très grave. Si on se trompe de bien, les conséquences peuvent être bien plus lourdes. Donc, on a un rôle clairement informatif pour les acquéreurs. On a également un rôle de protection du vice caché, c'est-à-dire qu'il peut arriver quelquefois, de bonne foi, qu'un vendeur puisse mettre en vente un bien qui est porteur de tout un tas d'anomalies et il le fait de bonne foi, tout simplement parce qu'il n'est pas un sachant. Il n'est pas technicien. Nous avons cette particularité d'être des sachants à notre niveau et sans aucune prétention, bien évidemment, mais dans notre métier, on sait reconnaître si une installation électrique est dangereuse, si une installation de gaz est dangereuse, s'il y a une présence d'amiante ou d'insectes xylophages type termites ou mérules ou autre. Ben voilà. Et on va donc servir, si tu veux, de quelque part avec un peu d'image, de fusible entre le vendeur et l'acquéreur, c'est-à-dire qu'on va protéger les deux parties du vice caché, qui pourrait l'être donc de façon complètement non su de la part du vendeur ou qui pourrait l'être volontairement, parce que quelquefois, on peut être amené à tomber sur des vendeurs qui ne sont pas forcément de très bonne foi et qui essaient de nous faire avaler des couleuvres. Donc, comme on a un petit peu de métier, un petit peu de recul, un petit peu d'expérience, on arrive généralement à mettre le doigt là où ça fait mal et on fait remonter des informations que le vendeur serait peut-être un peu enclin à passer sous silence si on n'était pas là. Voilà. Donc, on va clairement dans le sens de l'information. On est là pour protéger tout le monde. On est un peu les garde-fous. Vous êtes un fusible, en fait, entre toutes les parties, le professionnel de l'immobilier, finalement, qui pourrait être, sa responsabilité, pour défaut de conseil, pourrait être engagé, finalement, en cas de… Complètement. Absolument. Sur l'aspect technique, mais aussi entre le vendeur et l'acheteur, où là, c'est plus une garantie, finalement, contre le vice caché. Ou une non-garantie si on n'a pas le rapport. C'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Raison pour laquelle, là je fais une petite parenthèse, raison pour laquelle j'insiste assez lourdement auprès des agents immobiliers, des notaires, enfin de tous les intervenants dans l'acte de vente, de
de nous faire intervenir très en amont et le plus en amont possible et ne pas se contenter, par exemple, d'un simple DPE. Alors, certes, même si le DPE est le seul document nécessaire à la signature du mandat et à la publication d'un bien, C'est ça. moi, j'invite tous les professionnels à faire le dossier technique dans son entier Mm. à la prise de mandat. Tout simplement, d'abord parce qu'un professionnel de l'immobilier, ce que vous êtes dans votre réseau, se doit d'avoir une vision complète et une radiographie complète d'un bien parce que s'il a travaillé le dossier qu'on va lui rendre un petit peu en amont, il aura le temps d'imaginer toutes les oppositions qui vont lui être faites et de se préparer à ça. Alors que Mm. si tu apprends que, par exemple, une toiture est amiantée à la veille d'un compromis, assez classiquement, Ah bon, ça peut faire sauter une vente. tout à Si tu fait. le sais très en amont, oui, monsieur l'acquéreur, effectivement, un abri de jardin est couvert par une couverture d'amiante. C'est absolument pas un problème. Tant qu'on n'y touche pas, voilà comment ça se passe. Et C'est à ça. vous, en qualité de professionnel d'immobilier, ça vous permet d'anticiper les objections. Et ça, je pense que dans la démarche commerciale, c'est quand même un outil qui est très, très favorable. C'est hyper important. De surcroît, le fait d'avoir un dossier complet évite de travailler au dernier moment dans la précipitation, à la veille ou à 2 jours de la signature d'une promesse de vente. Et parce qu'on sait tous, hélas, que quand on travaille dans la précipitation, les conditions ne sont pas forcément requises pour faire du bon travail. Et ça, C'est c'est pas pro. notre philosophie. Ça fait pas pro et l'acheteur va le sentir. Et quand Exactement. on voit parfois sur le terrain comme ils sont anxieux quand ils achètent un bien, ce qui est normal d'ailleurs, vu l'investissement et les années d'endettement, du coup, le moindre grain de sable peut le faire se rétracter ou réouvrir la négociation si on a un rapport défavorable. Absolument. Alors que justement, et précisément, tu fais bien d'insister là-dessus, si vous avez toutes les cartes en main dès la souscription du mandat, clairement, ça vous permet de faire un travail. Et puis, en plus, je pense que vous gagnez, vous, en crédibilité, à avoir anticipé un dossier complètement complet et à savoir répondre de façon très objective et très pragmatique à vos acquéreurs sur les points. Oui, monsieur, il y a effectivement des anomalies électriques, c'est tout à fait classique. Et nous, en plus, la particularité qu'on a chez Active Expertise, c'est qu'on a un service qui s'appelle le SAD, le service après-diag, où systématiquement, on invite les conseillers en immobilier à donner nos coordonnées aux acquéreurs, même si l'acquéreur, au jour de la visite, n'a pas forcément nos coordonnées. On vous invite à leur transmettre nos coordonnées et surtout à leur dire si vous avez besoin de précision, appelez le cabinet machin, etc., etc. Ils vous apporteront toutes les réponses que vous êtes en droit d'attendre parce qu'effectivement, l'investissement que vous faites est lourd. Il peut être lourd de conséquences. Ils sont là pour vous Oui, apporter les réponses. Donc ça, on le fait bien évidemment avec beaucoup de plaisir. tout à fait. Et au niveau de l'aspect technique, maintenant de l'aspect théorique, est-ce que tu peux rappeler, ça fait jamais de mal, une petite piqûre de rappel, balayer l'ensemble des diags avec les durées de validité et surtout aussi les biens concernés, puisque en fonction des dates ou de l'installation, c'est pas les mêmes. Et moi, je suis de ceux qui pensent que plus le professionnel connaîtra ses données par cœur, plus il sera crédible en rendez-vous, et mieux il fera son devoir de conseil finalement. Donc, je pense que C'est une certitude. Alors, très, très rapidement, parce que ce sont des formations que l'on donne, nous, mais qui prennent 7 heures. Donc là, on va essayer de le faire en 7 minutes. on balaye. On va essayer un petit peu de condenser. Donc, voici les diagnostics effectivement obligatoires. Le diagnostic de performance énergétique, c'est celui auquel on pense en tout premier lieu, bien évidemment, parce qu'il est obligatoire à la signature du mandat et pour l'enregistrement du bien et pour vous, pour pouvoir commencer votre publication, votre communication. Tout à fait. Donc ça, c'est le calcul. Alors, depuis le 1er janvier, le 1er juillet, pardon, 2021, il a été complètement refondu, Oui. repensé. On n'est plus du tout Justement, sur les mêmes données d'entrée, etc. on en Donc, parle dans une autre vidéo d'ailleurs. voilà, tout à fait. Je vous mets le lien dans la description. OK, mais juste Et pour pour qu'il soit- dire qu'il n'y a plus de méthode facture. Alors, les biens concernés sont tous les biens qui sont mis à la vente ou en location, peu importe l'année de construction. La seule condition, c'est qu'ils soient équipés, bien évidemment, d'un système de chauffage. Ça, Mhm. c'est la condition d'entrée sine qua non. Ensuite, tous les biens, oui, ça, c'est d'un point de vue juridique. Ensuite, on peut aller au-delà de ça, faire du tertiaire, c'est-à-dire des locaux commerciaux, des bâtiments industriels, des choses comme ça. On sait faire aussi, mais là, on n'est pas plus exactement dans le même métier.
Donc voilà en ce qui concerne le DPE. En transaction et en location, hein, c'est valable pareil. Hein. Ah, complètement. Et aujourd'hui, c'est le même modèle de rapport, ce qui n'était pas vrai jusqu'au 30 juin 2021. Depuis le 1er juillet 2021, c'est exactement le même rapport qui va être versé au dossier d'une location ou au dossier d'une vente. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Durée de validité de ce document, 10 ans. Là, le législateur a souhaité quand même garder le même. Cette validité de 10 ans, sous couvert, bien évidemment, qu'il n'y ait pas de changement dans le bien. Quand je parle de changement, c'est un changement des systèmes de chauffage, de production d'eau chaude, des améliorations en isolation, des modifications de surface, des changements d'huisserie, des choses comme ça. Voilà. D'accord. Voilà pour la partie DPE. On va rentrer après dans les détails de toute façon dans une autre vidéo. Vous aurez le lien dans la description de la vidéo si vous souhaitez aller plus loin parce que c'est vraiment actuel. C'est très actuel et on le développera effectivement. Ouais, ouais. Deuxième diagnostic, l'amiante par exemple, prenons l'amiante. Donc, la recherche d'amiante va intéresser tous les biens dont le permis de construire a été déposé avant le 1er juillet 1997. Je parle bien d'une date de dépôt de permis de construire, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une réception en 1998, par exemple, sur une maison ou sur une résidence. Dès l'instant où le permis de construire a été déposé avant le 1er juillet 1997, on devra faire un repérage des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante. Très bien. OK, voilà. Pareil. Là-dessus, durée de validité, 3 ans si présence d'amiante. Et quelquefois 1 an si l'amiante est dans un état dégradé, ce qui arrive parfois. Ils sont classés, je crois que c'est les matériaux de la liste A, je crois. Hein. Exactement. Voilà. Si on est sur des matériaux de la liste A, donc on parlera d'amiante friable au sens large pour pas trop rentrer dans le détail. Donc là, si on a du matériau de la liste A, on aura une durée de validité de 1 an effectivement, parce que ce sont des matériaux qui par nature sont amenés à se déliter et à se décomposer de façon beaucoup plus rapide. Voilà. Et il me semble qu'en location, il n'est pas obligatoire, mais il doit être tenu à disposition du locataire. Sauf absolument. C'est un document qu'on appelle le DAPP, qui est le dossier amiante des parties privatives, qui, lui, n'intéresse précisément que la liste A, donc l'amiante friable, qui n'est pas à joindre à un contrat de location, mais le bailleur ou son représentant doivent le fournir sur simple demande du preneur. J'ai encore la théorie. Non, mais ça n'a pas changé depuis. Là, pour l'instant, tout va bien. Et en ce qui concerne la durée de validité de l'amiante, si au jour de la visite, il n'en a pas été repéré, j'ai envie de dire, autrefois on disait c'est valable pour toujours, sauf que depuis 2013, les listes des matériaux recherchés ont été allongées. Donc ce qu'on a fait avant 2012, même si c'était négatif, il faut quand même les refaire. Donc en termes de durée de validité, j'ai envie de dire, c'est valable tant que la norme n'est pas revue. Voilà dans les grandes lignes. Ça marche. Et si on passait au plomb, tiens? Allez, on va passer au plomb. Donc, le plomb va intéresser la recherche. Alors, quand on parle de plomb, que les choses soient bien claires également, on va parler de recherche de plomb dans les peintures et non pas, par exemple, dans les tuyaux d'évacuation, etc. Parce que quelquefois, on a des clients qui nous appellent « Ah non, non, mais chez moi, il n'y a pas de plomb, j'ai enlevé toutes les tuyauteries. » Ça tombe très bien, ce n'est pas là-dessus qu'on va aller rechercher. Clairement, on va aller rechercher le plomb qui est contenu dans les peintures, typiquement sur tous les biens qui ont été construits avant le 1er janvier 1949, que ce soit des biens en copropriété ou de la maison individuelle, peu importe, ou des parties communes d'immeubles collectifs, par exemple, on va être amené à faire une recherche de plomb. Voilà. Puisque le plomb est un matériau qui a longtemps été utilisé comme composant des peintures, entre autres, pour ses vertus, notamment anti-rouille, et ainsi de suite, de très bonnes vertus mécaniques, mais qui malheureusement génèrent une maladie qui s'appelle le saturnisme, qui touche en particulier les enfants. Et donc voilà, c'est interdit depuis 1949 et on en fait la recherche depuis maintenant quelques années, justement pour éviter les risques de saturnisme, en sachant que le saturnisme est quand même une pathologie qui aujourd'hui en France affecte encore des enfants. Ah oui, voilà. D'accord. Donc tous les biens construits avant le 1er janvier 1949. Voilà. Durée de validité? Durée de validité, j'ai envie de te dire pareil, s'il n'y en a pas, à vie, puisque là, manifestement, il n'y a pas vraiment de raison à ce que du plomb soit rajouté. 3 ans, s'il en est décelé, alors là, pareil, on a 3 classes de détérioration des
des peintures. Si on est en classe 3, donc si on a des revêtements dégradés, la durée de validité va être limitée à 1 an. D'accord. Voilà. Et du coup, on peut peut-être passer à l'installation de gaz et d'électricité, puisque finalement, ça se ressemble. Ça se ressemble très étrangement. Donc, nous allons effectuer un contrôle de l'installation de gaz ou un contrôle de l'installation électrique qui s'avère être un contrôle de sécurité et non pas un contrôle de normes. Donc, notre norme à nous, par exemple, en électricité, n'est pas exactement la même que celle des électriciens parce qu'eux vont être en recherche de conformité alors que nous, on va être en recherche de sécurité. Donc, ces deux installations seront contrôlées dès l'instant où elles ont plus de 15 ans. Ouais. Et là, ça compte l'important, c'est l'installation et c'est pas le bien, en fait. C'est pas le bien, on parle bien de l'installation, complètement. Mais ce qui ne veut pas dire, alors la précision est importante, effectivement, ce qui ne veut pas dire qu'une maison qui aurait 40 ans, dont l'installation électrique a été refaite il y a 10 ans, ça ne veut pas dire que pour autant un consuel ait été délivré. Le consuel, c'est effectivement le seul document qui permet à une installation d'être raccordée au réseau. Généralement, quand une entreprise d'électricité va refaire une installation électrique, elle va refaire une partie. Elle ne refait jamais une installation dans son intégralité. Ou en tout cas, elle ne va pas s'engager ou très difficilement s'engager sur un document de conformité parce que lorsque tu refais un tableau électrique, par exemple, tu ne refais pas forcément un piquet de terre, tu ne refais pas forcément tous les conducteurs ou alors il faut que tu retires tous les conducteurs et tout le réseau, ce qui est quand même, sauf une réno totale, ce qui peut arriver, mais c'est quand même relativement marginal. Oui. Donc, en fait, dans la majorité des cas, je l'ai déjà eu plein de fois. Oui, mais c'est bon, l'électricien est repassé. Mais en réalité, il faut toujours le refaire puisque le consuel ne passe pas et effectivement, on ne sait jamais ce qu'on trouve derrière, en fait. Absolument. Donc, voilà, pour tous les biens en gaz et en électricité qui ont plus de 15 ans, le contrôle de la sécurité sur ces installations-là est à faire. Idem en cas de transaction ou en cas de location. Durée de validité de ces deux diagnostics, 3 ans dans le cadre de la vente et 6 ans dans le cadre de la location. Ouais, c'est plus long pour la location. Ouais, oui, alors déjà, depuis 2017, le législateur a souhaité, et je pense à juste titre, bien évidemment, dans un souci de sécurité, ajouter ces contrôles-là, mais pour adoucir un petit peu la facture pour les bailleurs, a permis une durée de validité un petit peu plus longue pour ne pas avoir à refaire de façon trop régulière ce type de contrôle. C'était un petit peu une façon d'édulcorer l'addition. Voilà, d'accord. Qu'est-ce qu'on va trouver après? On peut peut-être parler. Mais tiens, les termites. Ah, les petites bestioles. Alors, deux choses, effectivement. Les termites, ce qu'il faut savoir, les 5 domaines dont on a parlé précédemment intéressent l'intégralité du territoire métropolitain. Ça, c'est une première chose, et Corse comprise, bien évidemment. Les termites ne sont pas sur tout le territoire français. Aujourd'hui, on a des arrêtés dans 56 départements en France, puisqu'il faut savoir que cette recherche-là ne va intéresser que les zones qui sont sous arrêté préfectoral, et non pas l'intégralité du territoire. Donc, c'est à vous de veiller, à vous en qualité de professionnel de l'immobilier, de veiller et d'être assez vigilant sur la zone dans laquelle vous allez travailler. Alors, non pas que si elle est termitée, ça représente un risque particulier, hein. C'est juste qu'il faudra prévoir ce diagnostic qui n'est pas systématique. Donc là, ça intéresse tous les biens, pareil, que ce soit de la maison ou du collectif ou des choses, et même dans le tertiaire éventuellement, on va faire cette recherche de termites dans les zones qui sont concernées par un arrêté préfectoral. Petite distinction, on va avoir en France, par exemple, des départements où l'arrêté sera sur l'intégralité du département, par exemple Bouches-du-Rhône, par exemple le Gard, et vous avez ici, par exemple, dans le Vaucluse, l'arrêté se limite à quelques communes. D'accord, oui, donc il faut être vigilant. Voilà, c'est sous couvert bien évidemment du préfet, mais l'intégralité du département n'est pas affectée. C'est une petite particularité. Donc tu peux très bien avoir une commune qui sera sous arrêté et celles qui sont autour qui ne le sont pas. J'ai eu le cas aussi. Voilà, c'est classique en fonction des zones. Donc là-dessus, il y a termite.com qui est le référentiel des zones termitées en France et qui, lorsqu'on rentre le code postal, nous donne si on est sous arrêté, le niveau d'infestation, et ainsi de suite. J'ai eu le cas pour l'assainissement aussi. Exactement. Voilà, l'assainissement, c'est lié à la commune.
Petite précision sur les termites, durée de ce diagnostic, durée de validité de ce diagnostic, 6 mois, ben, tout simplement parce qu'on est sur du vivant et que le vivant, aujourd'hui, il n'y en a pas, dans 6 mois, il y en a. Donc, c'est quelque chose qui peut être évolutif de façon quelquefois assez rapide, donc durée de validité effectivement limitée à 6 mois. Ouais. La particularité du réseau Active Expertise, c'est que nous prorogeons de façon gratuite dans l'année qui suit notre intervention, nous prorogeons de façon gratuite la recherche de termites qui aura été faite sous couvert, bien évidemment, d'une autre visite, hein, pour qu'on aille quand même vérifier sur site, bien évidemment, si entre-temps il n'y a pas eu d'évolution. Et si c'est le cas, voilà, c'est quelque chose qui est complètement gratuit pour nos clients. Ça, c'est très intéressant de le signaler parce que ça, les mandataires se retrouveront tout à fait dans ça. Les vendeurs qui vont dire, oh, attendez, je vais pas faire le diagnostic maintenant, il va me refaire payer si dans 3 mois, on n'a pas vendu, tout ça, ou dans 6 mois. Alors que finalement, vous vous déplacez gratuitement, donc c'est un bon argument. Absolument. Ce qui globalement laisse 18 mois à un professionnel pour vendre le bien qui lui a été confié. Parce que si nous intervenons, prenons des dates pour bien imager ça, si on intervient aujourd'hui, donc septembre, notre diag prendra fin au mois de mars de l'année prochaine. Si le bien n'est pas vendu en septembre de l'année prochaine, ben, il suffit de nous appeler au mois d'août pour nous dire, bon, je n'ai pas vendu, est-ce que tu peux me proroger de 6 mois? On fait une contre-visite, on va vérifier que tout est OK et on reproduit un rapport qui sera encore valable pour les 6 mois à venir, ce qui globalement, de septembre de cette année à mars, non pas de l'année d'après, mais l'année encore d'après, laisse 18 mois aux professionnels pour vendre le bien. Ce qui est normalement un temps relativement correct pour pouvoir lui faire son œuvre. Très bien, très bien. Un petit mot sur les mérules, puisqu'on est dans les bébêtes. Alors, on est dans les bébêtes, effectivement. La mérule, nouveau petit compagnon dont on ne parlait pas il y a encore quelques années en arrière. C'est assez récent. Voilà, là pareil. Donc là, on n'est plus dans une recherche de termites dans le bâti, mais clairement, on est sur un état parasitaire. Pour imager très rapidement le truc, la mérule, c'est un champignon qui va proliférer de façon très très rapide dans des endroits humides et sombres, donc typiquement les caves, qui va remonter à vitesse grand V et qui peut aboutir dans des charpentes jusqu'à la destruction complète d'une maison. Donc c'est quand même très virulent, il me semble. C'est un champignon qui est extrêmement virulent, très dangereux. Donc là, ça va faire l'objet de ce qu'on appelle un état parasitaire. Les états parasitaires sont déclenchés un peu au même titre que les termites sur un arrêté préfectoral. Donc là, idem, on a des zones. Alors typiquement en France, toute la partie, je vais dire, de la côte ouest de Normandie, Bretagne, etc., est très très affectée. La région parisienne est très affectée, mais ça commence à affecter les grandes villes et c'est en train de se répandre à vitesse grand V sur tout le territoire. Donc oui, c'est un pathogène du bois qui prend de l'extension et dont il faut avoir la plus grande méfiance. Et il me semble que les traitements, il n'y en a pas tant que ça et que c'est très compliqué de s'en débarrasser. C'est très très compliqué de s'en débarrasser. C'est pour ça que une détection, au plus elle est précoce, au plus elle sera salvatrice pour le bien considéré. Surtout si en qualité de conseiller en immobilier, tu as un bien qui est fermé depuis longtemps, être super vigilant. Il est bien vacant, Voilà. Et donc, oui, la façon de s'en débarrasser, hélas, c'est par découpe des parties qui ont été affectées et incinération. Il n'y a pas 50 solutions parce que les traitements aujourd'hui, c'est pas tout à fait ça. Donc, les gens qui se sont spécialisés dans ce métier-là font un peu le métier d'Attila, où ils traitent par le feu. D'accord. Ça reste aujourd'hui ce qui marche, hélas, le mieux. Un petit mot sur l'état des risques, peut-être? L'état des risques, qu'on nous a renommé, qui a été... Ah oui, j'ai vu ça, ça n'a pas arrêté. Voilà. Donc, l'ESRIS, le RMT, le RP, l'ESRIS, etc. Tout, là. Donc, depuis à peu près, je crois, de mémoire, 1 an et demi ou 2 ans, on avait ça un ERP, c'est un état des risques et pollution. Donc, c'est ce qui va en fonction de la référence cadastrale de votre bien, donner, c'est un référentiel préfectoral, donner si le bien est nous renseigner, savoir si le bien est en zone inondable,
la zone de sismicité, éventuellement d'autres risques comme par exemple les glissements de terrain, il y a tout un tas de choses qui vont être renseignées dans ce document, qui est un document CERFA, donc un vrai document administratif, qui lui aussi est forcément lié à un contrat de vente ou à un contrat de location. D'accord. Aujourd'hui, depuis quelques mois déjà, il y a un autre renseignement qui a été ajouté à l'ERP, c'est les nuisances sonores et en particulier les nuisances sonores aériennes. Ouais. Donc ça, voilà, ça touche pour l'instant, mais c'est quelque chose qui va se développer dans les mois ou dans les années à venir. Ça ne touche par exemple aujourd'hui que les biens qui sont situés dans l'immédiate proximité, notamment des aéroports et aérodromes. Dans les couloirs. Très certainement, les couloirs aériens, etc. Très certainement, dans les mois et les années à venir, ce document-là va être élargi probablement à la proximité avec les voies ferroviaires, les voies à grande circulation, les périphériques, etc., etc. Parce que les nuisances sonores représentent un vrai risque. À titre d'info, les nuisances sonores en France, c'est 27 milliards par an. Les conséquences. Oui. Donc, ce n'est pas tout à fait un modèle. Voilà. Les nuisances sonores sont incroyablement génératrices de stress et de pathologies, en fait. Exactement. Le stress va emmener d'autres pathologies. D'autres pathologies, et puis ça a un vrai impact économique, notamment sur la valeur, ne serait-ce que pour vous, en qualité de professionnel immobilier, sur la valeur d'un bien. Tu peux avoir une très belle maison, si elle est entre une voie de chemin de fer et une autoroute, sa valeur sera moindre que si elle est dans un endroit calme. Il faut pas... Ça juste de la logique. Donc, ces nuisances-là, aujourd'hui, ce sont des... L'ERP va évoluer tout simplement en corrélation avec la loi Allure de 2017, mais également avec la loi qui s'appelle Climat et Résilience, où les nuisances sonores sont réellement une part importante de la décence d'un bien. Là, on va parler carrément de décence du bien. Donc oui, ça revêt une importance tout à fait certaine, sans aucun doute. Très bien. Voilà pour l'ERP. Et validité 6 mois aussi, me semble. Validité de 6 mois. Pour les termites, ouais. Voilà. Dans l'immédiat, validité de 6 mois. Alors, Radio Moquette, on a entendu il y a quelque temps que dans certaines zones, les préfets voulaient ramener la validité à 3 mois. Ça reste aujourd'hui quelque chose qui est à l'étude, mais rien n'est validé dans l'immédiat. Pour aujourd'hui, on reste sur une périodicité de 6 mois, mais tout simplement parce que un des gros piliers de l'ERP, c'est effectivement les événements climatiques et les événements naturels. Et bien malin sera le préfet qui aujourd'hui peut savoir ce qui va se passer dans 2 mois dans son département. Par exemple, il peut très bien y avoir une inondation qui n'avait jamais été vue historiquement et qui survient de façon tout à fait brutale. Donc, il travaille sur des cartes et les cartes sont remises à jour, pas envie de dire quotidiennement, mais presque, et en tout cas, elles tiennent compte de tout l'événement qui peut se passer autour de la nature, autour de la planète, et ainsi de suite. Et notamment dans l'ERP, où il y a également un volet de risque technologique, c'est-à-dire qu'une très belle maison qui serait située à côté de ce qu'on appelait autrefois un risque Seveso, donc j'en sais rien, moi, une usine, AZF typiquement, hein, pour ceux qui s'en souviennent, si cette maison est à côté d'une usine chimique, d'une part, elle aura moins de valeur et d'autre part, elle présentera beaucoup plus de risques. Donc, on se doit, en notre qualité, d'informer l'acquéreur ou preneur à bail de cette proximité et d'éventuellement le risque qu'elle peut représenter. Voilà. Et donc ça, c'est évolutif parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'usine. Demain, il y a une implantation. La carte sera modifiée. Ça tombe sous le sens. D'accord. Et il me semble qu'il nous reste le radon. Tiens. Le radon. Alors, le radon, effectivement. Radon, alors, ça aussi, c'est quelque particulier là, dont on ne parlait pas forcément il y a encore quelques années. Le radon est un gaz radioactif complètement naturel qui est issu, bon, alors je ne suis pas chimiste, ce n'est pas du tout ma spécialité, mais de ce que j'en sais, c'est issu de l'uranium et du radium, d'où son nom de radon. C'est un gaz qui est produit par certains sols, par certaines typicités de sol, et qui va remonter dans les maisons. Donc, comme tout gaz radioactif, il présente un danger pour l'humain, enfin, pour les espèces vivantes de façon générale, mais pour nous, ce qui nous intéresse, c'est en priorité l'humain. Et effectivement, donc aujourd'hui, on organise, en fonction là aussi de zones tout à fait définies, des recherches et des mesurages de la quantité de radon
dans l'air ambiant des maisons notamment. Aujourd'hui, seuls les établissements certains établissements recevant du public, ils sont officiellement soumis. Les habitations vont y être de plus en plus en fonction de la zone de risque, puisque tout ça a été cartographié et zoné. Donc, en fonction de la zone de risque, effectivement, certaines zones, on sera obligé d'aller mesurer la teneur en radon. Absolument. D'accord. Il me semble qu'on a fait le tour. Je sais pas si... Écoute, je pense que sur le diagnostic, on a survolé très rapidement parce que Ouais. c'est un métier qui est tellement vaste, Intéressant, hein. et passionnant, oui, et passionnant et évolutif qu'on Oui. pourrait y passer des heures. Mais je pense que pour une première présentation, on n'a pas trop mal survolé, je pense. Et pour finir, du coup, quelles sont les sanctions pour les parties? Donc, les trois parties, on va dire, vendeur, acheteur et conseiller immobilier. En cas d'absence de diagnostic, on signe un compromis, on oublie le diagnostic. Je suppose que même la responsabilité du notaire peut être engagée, en fait. Complètement. Et aux trois intervenants dont tu viens de parler, Jonathan, si je peux me permettre, j'en rajouterai deux autres. Ça peut être effectivement un acquéreur, mais ça peut être également un preneur à bail, Oui, un loyer, oui, tout à qui fait. peut être concerné. Bien Et sûr, puis, le cinquième intervenant, c'est quand même nous, c'est quand même et oui, l'intervenant, le sachant ou celui qui est supposé être sachant. tout à Donc, les fait. sanctions, c'est quoi? Ben, elles sont très simples. Dans le cadre d'une transaction, aujourd'hui, je ne connais pas un seul notaire qui accepterait de signer ne serait-ce qu'une promesse de vente sans le dossier technique Non, immobilier. ils font Ça paraît évident. Leur risque, il est extrêmement simple, c'est un manquement pur et simple aux fondamentaux de leur métier. Donc là-dessus, la question ne se pose pas. Il nous arrive quelquefois d'avoir des notaires qui mettent en condition suspensive l'obtention, par exemple, d'un mesurage Carrez. Ça peut arriver, mais c'est très marginal. Voilà. Donc aujourd'hui, plus aucun notaire, en tout cas à ma connaissance, n'accepterait de le faire sans ça, sur quoi il serait effectivement très rapidement retoqué par le Conseil de l'ordre. Je pense que ça ne les amuserait pas beaucoup. Non. Le risque pour un vendeur ou pour un acquéreur, l'acquéreur, je dirais que dans l'absolu, s'il est un minimum sachant, il ne va pas signer quelque chose qui n'est pas complet. Le dossier technique fait partie intégrante d'une transaction, d'un acte notarié. Donc voilà. Le fait pour un vendeur d'essayer de cacher des vices, donc le fameux vice caché, effectivement, il s'expose parce que dans un délai qui est variable, alors, qui peut aller, généralement c'est autour d'un an, on va dire, mais qui peut être beaucoup plus long, l'acquéreur peut exercer un recours contre le vendeur pour un vice caché et demander soit un remboursement du prix payé, soit une annulation pure et simple de la vente, avec remboursement des frais engagés. Donc, ça peut aller très, très loin. Ça peut être une demande en annulation de vente. Ça existe. Ça peut aller loin, ouais. Ah, ouais. Ça peut aller extrêmement loin. Et ça peut même, quelquefois, je ne veux pas noircir le trait, mais ça peut quelquefois aboutir à des situations qui sont complètement tordues. C'est-à-dire que le vendeur a vendu, a cramé tout l'argent, il a un recours, il est condamné parce que typiquement, il avait fait quelque chose, c'est un acte dolosif. Il est condamné à rembourser, sauf qu'il n'a plus l'argent. Et oui, et on fait quoi? Donc, les situations peuvent être quelquefois extrêmement compliquées. Dramatique, ouais. Voilà, dramatique. Et puis pour le bailleur, pour le conseiller, le conseiller qui aurait passé sous silence, il s'expose et il sera mis dans le même panier parce que lorsque tout ce petit monde sera convoqué, tout le monde sera mis dans le même panier, y compris effectivement, comme tu le disais précédemment, le notaire. Ça, lui aussi. Alors après, les notaires s'en sortent quelquefois relativement bien, mais en revanche, quand ils sont dans l'œil du cyclone et qu'ils sont condamnés, ils prennent lourdement. Très lourdement. Parce que c'est vrai que le notaire, bon, lui, on lui apporte un dossier, mais il n'est pas censé non plus connaître l'année de construction du bien. C'est pas marqué ça dans les titres. Donc, alors, il est de son devoir, effectivement, de regarder, de se renseigner auprès des hypothèques. Et là, c'est une banque de données qui n'est pas négligeable. Néanmoins, il n'a aucune obligation, par exemple, à se déplacer sur un bien. Non. Par contre, il a quand même un devoir il a une obligation de résultat dans les actes qu'il rédige. Il a complètement une obligation de résultat, mais les moyens ne sont pas toujours mis en œuvre en fonction de cette obligation de résultat. Voilà. Voilà. Et notamment, on a quelquefois des points d'achoppement, alors non pas avec les notaires, mais avec les vendeurs très souvent, on arrive sur leurs biens et puis qui nous disent, oui, alors là, vous voyez, la maison, elle fait 50 mètres carrés. Alors par contre, les deux trucs qui sont à côté, vous n'en parlez pas parce qu'ils n'ont pas été déclarés.
Ben, si, on va en parler Ouais, justement ça, parce que nous aussi, on voilà, va voilà. justement. Et parce que même si aujourd'hui ils n'ont pas d'existence juridique, il peut y avoir de l'amiante, il peut y avoir du thermite, il peut y avoir des anomalies électriques. Donc nous, on ne va pas signer quelque chose qu'on a constaté, qu'on a vu. Ça, c'est juste impossible. Bien Donc sûr. après ben, c'est au notaire à faire un gros boulot de fond pour essayer de redonner une existence juridique à tout ça. Mais voilà, c'est parfois un petit peu scabreux, un petit peu compliqué. Voilà. Ah ben là, c'est Mais pareil, notre normalement, restaurant. le notaire s'engage au même titre que nous. Le dernier des fusibles, ben, enfin le premier plus exactement des fusibles, c'est bien évidemment nous, puisque nous sommes supposés être réellement des sachants. Donc si on passe à travers quelque chose, eh ben oui, on se fait taper sur les doigts. Raison pour laquelle on ne va pas se mentir, il y a de plus en plus de recours qui sont exercés contre nous. Quand je dis nous, c'est pas Christophe Alibert, c'est pas le réseau Active Expertise, c'est sur la C'est profession l'ensemble de la en profession, ouais. général, bien Ouais, sûr, ouais. sur l'ensemble de la profession, où effectivement, ben, des recours sont de plus en plus fréquemment exercés, assez régulièrement des raisons non recevables et non valables. Donc, ça n'aboutit pas toujours à une condamnation. Mais quelquefois, on peut passer à travers, on reste des humains, on a nos limites, et Bien sûr. puis on peut se tromper comme tout le monde, voilà. Donc ça peut arriver, on peut faire des coquilles comme tout le monde, voilà. Donc là, ben, c'est raison pour laquelle nous avons des responsabilités civiles professionnelles qui sont mises en œuvre et qui sont des garanties bien évidemment incontournables. Donc vous, en qualité de professionnel immobilier, de professionnel à la transaction, bien évidemment, lorsque vous choisissez un cabinet de diagnostic avec lequel vous travaillez, ben, s'assurer bien évidemment que les intervenants soient certifiés et que leurs certifications sont en cours de validité et soient dûment assurés en responsabilité civile professionnelle auprès d'une compagnie Bien sûr. notamment connue. Voilà. Ça me paraît être des choses complètement indispensables. Une petite précision, et si tu veux, on s'arrêtera là après parce que sinon on va déborder sur le timing. Oh, t'inquiète, c'est déjà fait. Une petite précision, y compris pour les bailleurs, on a encore quelquefois des bailleurs qui n'ont jamais fait, parce qu'ils se débrouillent pour louer tout seul, qui n'ont jamais fait les diags. Ben, ce qu'il faut juste leur expliquer, c'est de dire, ben, écoutez, c'est très bien, vous ne faites pas les diags. D'abord, vous êtes hors la loi, ça c'est le premier point. Et deuxièmement, si votre locataire ne paie pas le loyer, globalement, vous allez mettre 2 ans à 2 ans et demi à le mettre dehors. Enfin, non pas à le mettre dehors, parce que ça peut aller beaucoup plus vite. Mais la procédure va durer au bas mot entre 2 ans et 2 ans et demi. Et au terme de la procédure, le juge va vous dire, ben, monsieur le bailleur, c'est bien, mais votre dossier de bail, votre contrat de bail n'est pas complet puisqu'il n'y a pas la partie technique. Donc, il est réputé ne jamais avoir existé. Donc, votre locataire ne vous doit rien. Merci, au revoir. Voilà. Donc, il y a des gens qui peuvent accepter de passer à travers 2 ans ou 2 ans et demi de loyer. D'autres pas. Je pense qu'il est plus prudent et en qualité de professionnel, vous, de l'immobilier, de les inciter à Bien faire. sûr. Ça les protège et ça vous consolide dans votre rôle de conseil. Bien sûr. Et Voilà. puis, on va pas se mentir, pour avoir consulté quelques jurisprudences, j'ai remarqué que certains jugements allaient plutôt dans le sens des assurances, hein, quand même. On sait qu'il y a une assurance, ça couvre et basta, hein, pour éviter. Alors, Je l'ai vu. alors, c'est un sujet que je voulais pas aborder, mais puisque tu l'abordes, donc je Ah vais ouais? répondre dessus effectivement. C'est un peu comme dans le bâtiment. Au final d'une procédure, celui qui est condamné, c'est celui qui est assuré. Très souvent, Malheureusement, voilà, j'en ai vu. parce qu'on sait que quelqu'un derrière va apporter quelques milliers d'euros, parfois dizaines de milliers d'euros, et que ça va apaiser la situation. Et c'est ça. Effectivement. Malheureusement, Hélas, hélas, c'est pas hélas. forcément le vrai responsable finalement qui est condamné. Malheureusement. Bon, c'est pas la majorité, mais j'en ai vu. Ça arrive. Merci en tout cas Christophe pour ce super panorama sur l'ensemble des decks. Je pense que ça va bien aider les auditeurs de la chaîne. Euh, est-ce C'est que avec plaisir. est-ce que tu voulais conclure sur quelque chose? Juste une conclusion. D'abord, ça a été un plaisir de parler de mon métier parce que c'est un métier que je Oui, fais maintenant depuis quelques années, on va dire. on a senti ta passion en tout cas. Voilà, avec passion. Et de surcroît, ben, ce que j'ai envie juste de vous dire, c'est que ben, n'hésitez pas à prendre la tâche avec nous, enfin avec la profession, nous c'est Active Expertise, mais n'hésitez pas à prendre la tâche pour plus de précision. Tous les intervenants de ce secteur sont de façon générale très avides de communication et d'explications à donner sur notre métier pour éclaircir des points qui peuvent parfois encore paraître un petit peu sombres.
Voilà. Oui, mais de toute façon, dans la description de la vidéo, je vais mettre tes coordonnées avec le site d'Active Expertise, pardon, Active Expertise. Oui. Du coup, si les gens veulent aller plus loin, ils pourront cliquer et prendre directement contact avec vous. Et à ce moment, voilà, s'ils veulent prendre contact avec nous, en sachant qu'on est répartis en France entière, donc bien évidemment qu'ils se rapprochent de Ouais, l'intervenant le plus proche je de vais eux. mettre le lien du site. Absolument. Merci Christophe. Avec plaisir. Et puis je te C'est à dis à très toi. bientôt. Au plaisir. À très bientôt.